La solution la plus simple pour devenir un magicien puissant, un ingénieur steampunk, un investigateur de l'étrange ou un redoutable ratier, c'est encore de pratiquer le jeu de rôle. L'espace de quelques heures, le monde est transformé, les joueurs changent de visage, et l'imaginaire devient presque tangible. En plus de 40 ans d'existence, le jeu de rôle s'est forgé une place à part dans le monde ludique, et il entretient des liens privilégiés avec la fantasy. Je ne pouvais donc pas résister bien longtemps à l'envie de vous en parler. Précisons-le tout de suite, le jeu de rôle ne se cantonne pas à la fantaisie. Il s'accommode de tous les univers possibles et imaginables, se pratique de différentes façons, et connaît à peu près autant de définitions qu'il fait d'air d'amateur. Et je ne vous parle même pas des petites guerres internes entre les partisans du jeu narratif pur et les férus de jeux de rôle traditionnels. Bref, c'est un vaste sujet, quasiment impossible à traiter de façon exhaustive sans y consacrer beaucoup de temps. Et comme je ne peux pas décemment vous kidnapper pour une semaine d'exposé sur le jeu de rôle, disons que cette vidéo est en quelque sorte une introduction au JDR, plus particulièrement axée sur son versant fantasy. Au programme, on va donc tenter de définir la bête avant de se pencher sur sa genèse, et on terminera avec une sélection chronologique d'univers rôlistes. Le jeu de rôle est une forme de jeu de société au sens où il se pratique à plusieurs dans un cadre de règles respecté par l'ensemble des joueurs, le tout dans un but de divertissement. C'est un jeu doté d'une dimension coopérative, basé sur le langage, et qui est conduit à partir d'un scénario, par un joueur particulier qu'on appelle maître ou meneur de jeu. Son rôle, c'est de mettre en scène une aventure dans laquelle les participants interprètent les personnages principaux, décident de leurs actions et de leur comportement. Le maître de jeu, abrégé MJ, va donc animer et encadrer la partie, il interprète les personnages secondaires et décrit les actions des uns et des autres ainsi que leurs conséquences. Prenons un exemple de partie de jeu de rôle classique qui se déroulerait dans un univers de fantasy courante, d'inspiration médiévale. Dans cette histoire, les joueurs interprètent les hommes de confiance d'un duc à qui on a dérobé une cape d'invisibilité. Le maître de jeu a donc prévu les grandes lignes de l'histoire, qui est l'auteur du vol, pourquoi, où il se trouve, etc. Ce sont toutes ces informations qui constituent son scénario. Armé donc de ce scénario, il va présenter la situation initiale à ses joueurs. La cape a disparu, le seigneur est bien embêté car elle lui permettait de rejoindre sa maîtresse en toute discrétion, et il ne souhaite surtout pas que l'affaire soit ébruitée. Les joueurs savent maintenant ce qu'il se passe et ce qu'on attend d'eux. Le MJ va alors poser la question quasi rituelle autour d'une table de jeu: que faites-vous ? À partir de ce moment-là, les joueurs ne sont plus limités que par leur rôle, leur imagination et leur astuce. Un des participants proposera peut-être d'examiner le coffre où était conservée la cape, ou interrogera le duc sur de potentiels ennemis qui voudraient lui nuire. Le maître de jeu réagira à chaque proposition, répondra aux questions et fera évoluer l'histoire. Pour ça, il utilisera sa connaissance de l'univers, son scénario, mais il devra aussi être capable de s'adapter et d'improviser. Les personnages, eux, sont principalement décrits avec un certain nombre de caractéristiques, exprimées en données chiffrées, et des compétences qui seront propres à leur classe. Un mage, par exemple, aura donc un score élevé en intelligence et de bonnes chances d'être capable de lancer plusieurs sortilèges. On comptera sur lui pour ce qui relèvera de l'érudition, mais certainement pas pour diriger un navire ou dresser un campement en forêt. Le capitaine de la garde, lui, aura plutôt des compétences notoires en force et en combat. Il sera à même de parer une attaque ou de diriger une troupe, mais il ne sera sans doute pas le meilleur choix pour négocier avec un marchand. Le degré de réussite des actions entreprises par les joueurs se mesure la plupart du temps avec un jet de dés. Si on reprend l'exemple de mon mage, pour réussir à lancer une boule de feu, il devra réussir un jet de dés dont le résultat sera inférieur ou égal à son score en intelligence. En tant que joueur, il est possible d'interpréter son personnage de différentes façons, et ça dépendra principalement de la sensibilité de chacun et du groupe avec lequel on évolue. Il est possible de prendre un accent ou une intonation particulière, de jouer comme si l'on était réellement son personnage, comme au cinéma ou au théâtre, ou encore de réfléchir sérieusement à ce que l'on ferait si l'on était à la place de ce personnage. Mais jouer une partie de jeu de rôle, c'est aussi échanger avec ses partenaires, raconter des conneries, élaborer des grandes stratégies, prendre des notes, etc.
Un des énormes avantages du jeu de rôle, c'est qu'il permet tout, ou presque, et il est possible de jouer dans des univers extrêmement variés, comme de l'historique réaliste, de la fantasy et toutes ses variations, de la science-fiction et toutes ses variations, comme le cyberpunk ou le post-apocalyptique, mais aussi de la survie, de l'horreur, du western, du steampunk, de l'onirique, du manga, de l'humoristique. Bref, la seule limite, c'est vraiment l'imagination, et chacun pourra trouver un cadre qui lui convient. Il existe également différents systèmes de règles, certains sont propres à leur univers et d'autres ont été pensés pour s'adapter au maximum et sont plus génériques. D'ailleurs, le jeu de rôle a évolué avec le temps et il continue de le faire. Il existe des JDR sans maître de jeu, où tous les joueurs participent à la création de l'histoire au fil de la partie, des JDR sans jet de dés, qui se basent principalement sur le roleplay, c'est-à-dire l'interprétation quasiment théâtrale de son personnage, ou avec des systèmes de remplacement comme un jeu de cartes. D'autres jeux de rôle vont proposer à leurs joueurs d'ajouter des éléments à l'histoire en fonction de leur degré de réussite. Ce ne sont évidemment que des exemples pour vous illustrer un petit peu la diversité de la pratique, et accessoirement parce que je ne connais pas l'intégralité des systèmes existants. Il faut dire qu'il existe déjà beaucoup de jeux de rôle professionnels, c'est-à-dire avec une maison d'édition derrière, mais aussi une foultitude de jeux de rôle amateurs. J'en profite pour insister, il existe autant de définitions et de pratiques que de rôlistes. Et il est de fait assez compliqué de proposer une définition qui satisfasse tout le monde. En revanche, sur les éléments essentiels, je crois qu'on s'y retrouve à peu près tous. C'est le fait de raconter une histoire à plusieurs, l'interprétation au sens large d'un personnage, l'improvisation, l'aspect ludique, la dimension coopérative et le système de règles. Aux origines du jeu de rôle, on trouve en fait un autre type de jeu, le wargame, un jeu de guerre qui se pratique encore aujourd'hui à grand renfort de figurines et de plateaux de jeu plutôt conséquents. Le wargame lui-même, il est né au XIXe siècle en Prusse, sous l'impulsion de militaires qui modifient une sorte de jeu d'échecs de guerre pour obtenir ce qu'ils appellent Kriegspiel. Krieg signifiant la guerre et Spiel le jeu, on peut traduire ça par jeu de guerre. En fait, à l'époque, il l'utilise plutôt comme un outil de simulation militaire, ça permet notamment de visualiser des mouvements de troupes ou de tester des stratégies. L'étape suivante, elle se passe au début du XXe siècle, en 1913, lorsque Herbert George Wells publie un bouquin qui ressemble fort à un livret de règles de jeu. Il s'intitule Little Wars, avec un sous-titre à rallonge qui précise qu'il s'agit d'un jeu pour les garçons de 12 à 115 ans, et pour ce type de filles plus intelligentes qui aiment les jeux pour garçons et les livres. On y trouve un système de gestion assez simple, des déplacements, des tirs et des combats rapprochés, en somme tout ce qu'il faut pour pratiquer le wargame, sans matériel spécifique, c'est-à-dire avec des figurines et autres jouets. Par la suite, des fans d'histoire militaire et de stratégie se réapproprient la bête et se penchent sur le wargame comme pratique ludique. Dans les années 50, on assiste à la naissance du wargame sans figurines avec le fondateur des éditions Avalon Hill, Charles Roberts, qui substitue à la table de jeu un plateau de jeu formé de tuiles hexagonales et aux figurines des jetons en carton. En parallèle, le jeu d'histoire avec figurines se développe lui aussi dans une nouvelle direction. Alors qu'à l'origine, seuls les champs de bataille historiques réalistes sont acceptés, à l'initiative des joueurs, il devient possible de faire s'affronter des armées d'époques et d'origines différentes. Jusque-là, rien de très fantaisiste, et il faut encore attendre quelques années pour que l'idée fasse son chemin. En 1969, un groupe de joueurs américains s'oriente plus spécifiquement sur des affrontements à l'époque médiévale, et ils réduisent le champ de bataille à l'échelle d'escarmouches. Parmi eux, on trouve Gary Gygax et Dave Hanson. Ensemble, ils vont fonder la société TSR, Tactical Studies Rules, en 1973, et ils éditent le jeu sous le nom de Chainmail. Par la suite, ils vont y ajouter elfes, nains et autres créatures mythiques, et surtout, la magie. C'est aussi là que ça se complique. Dans le jeu d'histoire, chaque personnage est limité à 2 ou 3 caractéristiques, et une figurine représente 20 à 50 soldats. Dans Chainmail, les affrontements sont plutôt à l'échelle d'une embuscade, d'un rapt de nobles ou d'une mission d'infiltration dans un château, et il faut alors être plus précis pour refléter au mieux les capacités individuelles comme l'intelligence, la force, la discrétion, l'agilité, etc. Ça devient donc plus simple de confier une seule figurine à un seul joueur, et le camp adverse est confié à une sorte d'arbitre narrateur qui est libre d'insérer des éléments de surprise pour les assaillants.
À ce stade, l'équipe de TSR réalise que cet ensemble de règles constitue un système de jeu original. Il s'agit encore d'un embryon de jeu de rôle, mais les bases sont là, les joueurs affrontent ensemble, à travers leurs personnages, une situation gérée par un arbitre. La première version de Donjons et Dragons sort en 1974. Le niveau de scénarisation est assez faible, et ça consiste globalement en ce qu'on appellera plus tard du porte-monstre trésor. Les joueurs évoluent dans de vastes souterrains, et derrière chaque porte se trouve un monstre qui garde un trésor. À l'époque, la pratique est encore très proche du jeu de plateau. On joue avec des figurines, les salles sont matérialisées par des tuiles, et les fiches de personnages sont assez lapidaires. Mais tout ceci va évoluer très rapidement dans les années qui viennent, et la version avancée, ADD, Advanced Dungeons and Dragons, sort à la fin des années 70. Entre-temps, plusieurs petites maisons d'édition américaines ont aussi lancé leur propre jeu de rôle, et en ont fait évoluer le principe. Les thématiques, elles aussi, commencent à se diversifier. La création de jeux de rôle explose dans les années 80 et elle se poursuit sur une même lancée dans les années 90. On passe d'une poignée de licences à des centaines de jeux et les rôlistes se comptent désormais par milliers. Dès les années 70, les livres dont vous êtes le héros, qui se basent sur un principe proche, remportent un immense succès et le jeu vidéo ne tarde pas à emboîter le pas en s'inspirant lui aussi du jeu de rôle. Le jeu de rôle arrive un peu plus tard en France, entre la fin des années 70 et le début des années 80, et il doit beaucoup au bouche à oreille, en tout cas au début. Ensuite, c'est les associations, les clubs et les conventions qui vont largement contribuer à sa diffusion, et en 1980, on a droit à un article dans le magazine Jeux et Stratégie qui se contente pas de dire que c'est une nouvelle lubie des Américains. En avril de la même année, c'est le lancement de Cassius Belli qui se partage à l'époque à peu près équitablement entre le jeu de rôle, le wargame et le jeu de diplomatie. Ça va vite changer au profit du jeu de rôle, mais mine de rien, dans les années qui suivent, on a le lancement de 3 autres magazines spécialisés. En 1985, c'est Dragon Radieux, en 1986, Les Chroniques d'Outre-Monde et en 1987, Graal. Du côté des éditeurs, ça va peut-être vous paraître un peu surprenant, mais à l'époque ce sont en fait de grosses maisons d'édition qui tentent le coup avec le jeu de rôle. Gallimard traduit L'Œil Noir et Vendragon, et Robert Laffont mise sur le jeu de rôle français, avec notamment Empire Galactique et Avant Charlemagne. D'ailleurs, les premiers jeux de rôle français sont en fait des jeux de commande. Et à côté, on a un certain nombre de petites productions, avec des auteurs comme Denis Gerfaut ou Croc, qui soit font le choix de l'auto-édition, soit créent ou intègrent des petites structures, comme le Fusti Rose, avant de devenir la grosse bête qu'est aujourd'hui Asmodée. Rassurez-vous, à l'époque on trouvait déjà du monde pour râler, sur les règles trop simples, la boîte trop petite, ou hérésie ultime, un système basé sur des dés à 6 faces. Comme on l'a vu, le tout premier jeu de rôle c'est Donjons et Dragons, et ses parents sont en quelque sorte le wargame et la fantasy. Alors il ne ressemble pas vraiment à un jeu de rôle dans sa première version, mais ses règles sont rapidement modifiées et il se présente alors sous la forme de 3 ouvrages, le manuel des joueurs, le guide du maître de donjon et le manuel des monstres. Mine de rien, Donjons et Dragons en est aujourd'hui à sa 5e édition, alors que le propos original n'était pas tellement de construire un univers, mais plutôt de permettre la mise en place de parties de type porte-monstre-trésor. Gary Gygax, l'un des créateurs, expliquait en 1985 que la première source d'inspiration du jeu, c'est la fantaisie américaine, celle de Robert Howard, Fritz Leiber ou encore Poul Anderson. On est en tout cas dans un monde de fantaisie très classique, avec de la magie, des dieux, des créatures et des peuples fabuleux comme les elfes, les nains, les orques, les dragons, etc. Mais une des particularités de Donjons et Dragons, c'est aussi tous les suppléments créés pour donner vie à d'autres univers qui servent de décor de campagne. Il y a eu par exemple Lance-Dragon, Les Royaumes Oubliés, Dark Sun ou encore Planescape. On reste dans la fantaisie, mais avec des ambiances différentes et d'autres mondes. En 1977, c'est la première édition de Chivalry and Sorcery que ces auteurs ont voulu plus réaliste et plus détaillé que ne l'était Donjons et Dragons. On se retrouve avec des règles nettement plus denses qui multiplient les facteurs pris en compte et les points de détail. Le tout dans un univers qui s'inspire principalement de la légende arthurienne et d'un Moyen-Âge plus historique et de fait très marqué par la religion chrétienne. Et comme le jeu se veut réaliste sur la société médiévale, eh bien on trouve plein de détails historiques et des explications diverses et variées dans le pavé de règles, parce qu'à ce stade-là ce n'est plus un livret, mais bien un pavé. Vous avez des détails sur l'héraldique, la gestion d'un domaine, la construction d'un château, les alliances, rendre la justice, gérer les révoltes, etc.
Ici, pas de barbare musculeux, on jouera plutôt un sergent, un chevalier ou un paladin, mais il est également possible d'incarner un prêtre, un magicien, à choisir ou à tirer au dé parmi les 21 classes disponibles réparties en 4 catégories, mais aussi un voleur, un brigand ou un spadassin. Les créatures, elles, du moins pour la première édition, sont issues de l'univers de ce bon vieux Tolkien. On croise des nains, des elfes, des hobbits, mais ils sont considérés comme des personnages exceptionnels et ils sont traités comme des classes à part entière. À partir de 1978, c'est RuneQuest qui entre dans la danse. Il compte parmi les piliers de l'histoire du jeu de rôle, notamment grâce à 2 caractéristiques. La première, c'est son univers, original, riche, cohérent et plus détaillé que ceux de ses concurrents à l'époque, et son système de règles, novateur et utilisable dans d'autres mondes. À l'origine de ce jeu de rôle, il y a, là encore, un wargame qui mettait en scène les conflits du monde de Gloranta, imaginé par son auteur, Greg Stafford. Il s'inspirait principalement de l'Antiquité et il a travaillé de nombreuses années au développement du monde de Gloranta, puisqu'il l'a imaginé dans les années 1960. Stafford s'est notamment concentré sur l'aspect mythologique de son univers, la naissance des dieux, leurs conflits, les prophéties, les divers panthéons, etc. Et il a aussi décrit avec beaucoup de précision les différentes cultures de Gloranta, sachant que chacune a sa propre vision du monde. L'influence des dieux se fait sentir en permanence et la magie, elle est omniprésente, puisque pour une fois, elle n'est pas réservée à une élite et le peuple l'utilise au quotidien. D'ailleurs, au niveau des populations, si les humains sont majoritaires, on trouve aussi d'autres races, des classiques comme les elfes, les nains ou les centaures, et des inventions plus farfelues. 1981 voit la naissance d'un futur grand ancien du jeu de rôle, l'Appel de Cthulhu, inspiré par l'œuvre de Lovecraft et plus particulièrement par la nouvelle du même nom. Alors on sort un peu des territoires de la fantasy, encore que ça soit discutable, mais ça me paraissait difficile de ne pas l'aborder. Le parti pris est ici assez différent des canons posés par Donjons et Dragons à l'époque. La part belle est faite à l'enquête, et les joueurs incarnent des investigateurs dont la durée de vie est souvent assez courte. La santé mentale fait son apparition dans les caractéristiques, elle permet à la fois de gérer la notion de peur, et aussi, à terme, de faire basculer un personnage dans la folie. Alors le cadre initial pour les scénarios, c'est les années 20 aux États-Unis, mais d'autres alternatives sont possibles et il existe de nombreux suppléments qui alimentent l'univers. En 1982, les Anglais posent à leur tour un sérieux jalon, Warhammer. Au départ, on est dans une espèce de mixture qui allie jeu de rôle et wargame et qui tient plus du jeu de figurines, comme Donjons et Dragons à ses débuts. Selon ses auteurs, le livret introduit en fait l'idée de campagne de personnages de jeu de rôle dans le système de Warhammer qui existait déjà. L'idée, ce serait que les aventures seraient interprétées par les joueurs, chacun adoptant le rôle d'un des personnages de la campagne. Ce n'est qu'à partir de 1986, une bien belle année, que le jeu de rôle connaît sa première véritable édition, le wargame continuant son chemin dans son coin. L'univers de Warhammer trouve ses racines sur le vieux continent et on sort un peu, et je dis bien un peu, de l'inspiration médiévale classique. On est ici plus proche de la Renaissance que du Moyen-Âge, le tout dans un cadre plutôt sombre et désespéré. Les zones civilisées sont entourées par des zones hostiles, et au sein même des royaumes, la corruption est bien installée et les complots sont légion. L'ombre des dieux du chaos menace le monde et les pôles sont d'ores et déjà sous leur domination. Là encore, on trouve diverses races et créatures, hauts elfes et elfes noirs, nains, scaven, hommes lézards, hommes bêtes et toutes sortes d'émanations démoniaques. En 1984, c'est le début d'une licence allemande, L'Œil Noir, dont la création fait suite à la traduction en allemand de Donjons et Dragons qui ne satisfait pas TSR, mais qui permet à ses auteurs de lancer leur propre jeu de rôle. Sa première édition se présente comme un jeu de découverte, une initiation au jeu de rôle qui découpe le propos pour le rendre plus accessible. Le jeu se vend bien, mais les règles sont simples, alors que la mode est à ce moment-là à la complexité, il faut prononcer les formules magiques à haute voix, et les noms sont d'une darkitude très relative, comme par exemple le continent d'Aventurie. Bref, à l'époque, beaucoup le jugent simpliste, voire enfantin. L'univers tranche assez avec les standards américains du moment et trouve son inspiration plutôt du côté des mythes nordiques. Le jeu parvient à se faire une bonne place en Allemagne et l'univers se développe et se complexifie au fur et à mesure. Nous sommes sur la planète d'Air, un monde qui ressemble beaucoup à la Terre, à ceci près qu'il est creux et qu'on y retrouve tous les éléments classiques de fantasy, créatures, sorciers maléfiques, etc. Le but de la manœuvre reste essentiellement de ne pas perdre un débutant avec trop de complexité d'entrée de jeu,
et l'œil noir s'enrichit au fur et à mesure des suppléments et des éditions. 1985 est une riche année pour le jeu de rôle français. Denis Gerfaud publie Rêve de Dragon, un jeu de rôle à l'univers singulier et particulièrement original. Le monde est un rêve de dragon, chaque aventure se déroulant dans un songe différent et donc potentiellement dans un univers différent. Le monde, lui, se divise en 3 strates, les basses terres du rêve, où évoluent les joueurs, les terres médianes du rêve, où les magiciens tirent l'énergie nécessaire à leur sort, et les hautes terres du rêve, qui sont le territoire des dragons. Les seules personnes capables d'influer sur les rêves de ces fameux dragons, ce sont les hauts rêvants, une sorte de magiciens. Nous sommes en 1989 et c'est la sortie de Hurlement, un jeu de rôle assez singulier et désormais difficile à trouver. Le contexte, c'est la France de l'an 1000 et les personnages sont dotés de la capacité de se transformer en animal. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont rejoint une caravane de battleurs menée par celui qu'on appelle le Veneur et qui est en fait une incarnation du maître de jeu. Évidemment, ils n'ont pas très envie qu'on découvre leurs secrets et de fait, la caravane va traverser le pays de part en part sans jamais s'arrêter bien longtemps. Et malgré ces précautions, divers incidents et périls vont tout de même menacer la compagnie au fil des voyages et au gré du temps. Le jeu s'articule autour de la vie au sein de cette caravane, des dangers qui menacent ses membres, et des relations que les battleurs vont pouvoir tisser avec les villageois, les seigneurs et les différents personnages qu'ils vont être amenés à croiser. Il y aura des événements étranges, des conflits internes, des défis, des découvertes, mais aussi la révélation de secrets, et pour ça, il faudra compter sur le Grand Veneur, car il est le seul qui détienne les réponses. En 1989 toujours, c'est également la sortie de In Nomine Satanis Magna Veritas, un jeu de rôle bourré d'humour signé par Croc. Ici, vous incarnez un ange au service de Dieu, ou un démon au service de Satan, car les deux boss s'affrontent depuis la naissance du Christ sur le grand jeu. Et les pions, c'est vous. Enfin, les anges et les démons que vous incarnez, eux-mêmes placés sous la juridiction d'archanges ou de princes démons, qui leur accordent des pouvoirs en fonction de leur domaine de compétences. Bon, ce sont eux aussi qui vont les charger de différentes missions à accomplir avec discrétion, s'il vous plaît. Les humains ne doivent rien savoir. 1991 est une année pleine de mordants avec la sortie de Vampire la Mascarade, un jeu de rôle dont l'ambiance rappelle les Chroniques des vampires d'Anne Rice. Dans ce monde, les vampires occidentaux sont organisés en 13 clans, chacun impliquant des caractéristiques particulières au niveau du comportement, des compétences, des forces et des faiblesses. Les vampires orientaux, eux, sont assez différents et ils sont développés dans une sous-gamme à part qui s'appelle Vampires d'Orient. Il faut dire que le monde de vampires est très vaste et si la première édition se cantonne à l'époque contemporaine, ça a été largement développé et enrichi par la suite. D'ailleurs, il n'est pas obligatoire d'incarner un vampire, le jeu propose d'autres créatures, comme les ghouls, les gargouilles ou les dampires. Dernière escale en 1995 pour la sortie de Nightcrawler, un jeu de rôle signé Croc, encore, mais qui cette fois évoque la ville de Lankhmar et le cycle des épées de Fritz Leiber. Les joueurs ne peuvent incarner que des voleurs, des criminels ou autres membres de la pègre, et ils ne peuvent pas prétendre manipuler la magie, puisqu'elle est réservée aux personnages non joueurs. L'accent est vraiment mis sur le petit monde de la pègre citadine, avec ses guildes, ses différents employeurs, ses relations avec les autorités, etc. Le tout se déroule dans les 7 cités, parmi lesquelles on compte Samarande, la plus importante, mais qui forment tout ensemble une principauté. Et si vous voulez une introduction à cet univers, vous pouvez lire la dernière trilogie de Pierre Pevel, Au Royaume, les 7 cités, qui se déroule dans le monde de Nightcrawler. L'histoire du jeu de rôle ne s'est évidemment pas arrêtée en 1995, et j'aurais pu continuer ma litanie pendant encore très longtemps, mais l'intérêt c'était plus de vous montrer la diversité du jeu de rôle, même en se limitant au territoire de la fantasy. Évidemment, tout ceci n'est qu'une introduction au jeu de rôle, à sa pratique, à son histoire, et la meilleure façon de savoir ce que c'est encore de le pratiquer. Vous avez des ressources absolument astronomiques sur internet qui peuvent vous permettre de débuter, et il y a aussi des associations de joueurs, des festivals et des conventions qui proposent des séances d'initiation. Si l'aventure vous tente, je ne peux que vous pousser à vous lancer, ça pourrait bien changer votre vie. Merci à vous d'être encore là, j'espère que la balade vous a plu. Si ça vous intéresse, je vous proposerai d'autres vidéos autour du jeu de rôle pour vous présenter des univers en particulier. Et de toute façon, on continue notre tour d'horizon
des sous-genres principaux de la fantasy, des auteurs, des thématiques, etc. Bref, on a de quoi s'occuper et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.